Georgia Weaver vivait avec sa sœur Jeannie Allen depuis peu. Elle avait emménagé quand sa sœur aînée lui avait dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper seule de la maison. Georgia était heureuse de s'installer dans cette maison et d'aider sa sœur. Le 19 décembre 1992, Jenny tomba subitement malade. Georgia se sentait elle aussi mal en point, mais elle parvint à conduire sa sœur à l'hôpital. Pendant 2 semaines, les médecins tentèrent de trouver une explication à ses symptômes. Ils croyaient qu'elle avait peut-être été victime d'un empoisonnement alimentaire. Quand ils constatèrent que son état continuait d'empirer, ils procédèrent à des analyses pour voir ce qui avait pu l'intoxiquer. L'organisme de Jeannie contenait 20 fois la dose normale d'arsenic. Cette femme avait été empoisonnée et l'on ignorait encore si c'était accidentel ou pas. Lorsqu'on apprit la nouvelle à Jerry Allen, le fils de Jeannie, il se rendit immédiatement au poste de police. Il était convaincu que l'empoisonnement de sa mère n'était pas accidentel. Il déclara aux policiers que la relation entre sa mère et Georgia Weaver, sa tante, n'avait pas toujours été très cordiale. Le détective Steve Moore prit la déposition de Jerry Allen. Il nous a dit qu'elle ne se parlait plus depuis plusieurs années à cause de l'héritage de leur mère. Apparemment, Madame Weaver avait dépensé une partie de l'argent sans en parler à Madame Allen. Les 2 sœurs ne s'étaient pas parlé depuis 4 ans. Puis, Jeannie avait décidé de mettre un terme à cette vieille querelle et d'ouvrir de nouveau la porte à Georgia. Jeannie se sentait seule. Ses enfants étaient devenus adultes et son mari souffrait de paralysie depuis qu'il avait subi une attaque cardiaque. Georgia commença bientôt à rester à coucher chez sa sœur. Elle préparait tous les repas. Jerry était convaincu que sa tante avait concocté un plan pour profiter de nouveau de sa mère. 2 jours après la déposition de Jerry, Jeannie Allen mourut suite à son empoisonnement à l'arsenic. Les policiers devaient maintenant ouvrir une enquête pour découvrir si l'empoisonnement était un acte prémédité. Les policiers commencèrent par interroger les amis et les membres de la famille de la victime. La première personne interrogée fut sa sœur, Georgia Weaver. Au départ cordiale, elle devint rapidement agressive lorsqu'elle commença à parler de son neveu, Jerry Allen. Georgia déclara à la police que Jerry la détestait parce que Jenny lui faisait davantage confiance. Elle dit également que si quelqu'un avait pu empoisonner sa sœur, c'était bien lui, puisqu'il manœuvrait pour prendre le contrôle de son argent. Les détectives disposaient de 2 suspects et pourtant ils ignoraient encore si un crime avait été commis. Avant de le savoir, ils devaient déterminer pendant combien de temps et comment Jenny Allen avait été exposée à l'arsenic. Pour découvrir si Jenny Allen avait été empoisonnée intentionnellement, les détectives firent examiner ses cheveux. L'arsenic laisse des traces dans les cheveux tout au long de leur croissance. On coupe les échantillons de cheveux en segments égaux avant de les envelopper soigneusement dans du papier. La série de segments devient une chaîne d'indices. Les experts utilisent du papier car le plastique pourrait contaminer les échantillons biologiques. On examine le contenu en arsenic de chacun des segments. On peut déterminer la durée de l'exposition au poison en mesurant la portion du cheveu qui en contient. Selon l'expert judiciaire Gary Lawrence, il n'est pas rare de trouver de l'arsenic dans les cheveux de quiconque. On retrouve de l'arsenic chez la majorité des gens. Lorsqu'un individu reçoit une trop grande quantité du poison, le corps en évacue une partie. S'il y a de l'arsenic dans l'environnement d'un individu, on en retrouvera des traces tout le long de ses cheveux. Si le poison a été administré d'une façon intentionnelle, on remarquera une grosse dose sur la portion de cheveux la plus proche du cuir chevelu. Il n'est pas facile de cacher l'empoisonnement à l'arsenic, même si c'est faisable. Si l'on administre la dose sur des longues périodes de temps, même à des quantités minimales, l'accumulation de l'arsenic dans le corps va éventuellement se voir. Le rapport d'analyse indiquait que la victime avait des traces normales d'arsenic sur presque toute la longueur de ses cheveux, mais que sur la portion la plus proche du cuir chevelu, il y en avait 13 fois plus que la normale. La mort de Jenny n'était pas imputable à un accident. Pour en trouver la source, les policiers fouillèrent sa maison et confisquèrent tous les aliments et les médicaments qu'ils purent trouver. En tout, ils recueillirent environ 100 produits. Au laboratoire judiciaire d'État de l'Arkansas, les échantillons furent soumis au rayon X. Cette technique a pour effet d'exciter les électrons contenus dans les échantillons. À un niveau spécifique, les rayons X permettent de déterminer la présence d'arsenic. Il faudrait plusieurs mois pour effectuer toutes les analyses des échantillons prélevés chez Jenny Allen. En attendant, les détectives interrogèrent les voisins de la victime. Ils ne mirent pas longtemps à conclure qu'il n'y avait qu'un seul suspect.
Selon les voisins, des changements mystérieux avaient eu lieu depuis l'arrivée de Georgia Weaver. Jenny Allen sortait de moins en moins. Georgia ramassait le courrier et faisait toutes les courses. Bientôt, Ginny cessa d'appeler ses amis. Et quand ces derniers tentaient de lui parler, Georgia leur bloquait toujours l'accès. Si quelqu'un se rendait à la maison ou téléphonait, c'était Georgia qui répondait. Il ne pouvait plus voir Ginny. C'était comme si elle n'existait plus. Georgia prenait le courrier. Elle avait pris le contrôle de la maison, ce qui était étrange. Ginny était une adulte en parfaite santé. Normalement, elle n'aurait pas laissé quelqu'un d'autre s'occuper ainsi de ses affaires. La police se mit à la recherche de faits incriminants. Le 22 décembre, quelques jours seulement après l'hospitalisation de Ginny, Georgia était allée à la banque pour fermer le compte de sa sœur en présentant une procuration. Elle était partie avec 1 300 $ et le contenu d'un coffret de sécurité. Georgia fut arrêtée au motel de la région où elle travaillait. Elle avait en sa possession environ 1 000 $, la voiture de sa sœur, une carte de crédit ainsi que sa procuration. En examinant le document, les enquêteurs firent une autre découverte suspecte. Ginny donnait à sa sœur des droits sur ses biens. Pourtant, il y avait une faute d'orthographe à son nom en lettres majuscules ainsi qu'à sa signature. Pour disposer d'un échantillon à comparer de la signature de Georgia, la police lui fit signer son nom et celui de Ginny à plusieurs reprises devant témoins. Les signatures furent ensuite envoyées au laboratoire d'Arkansas pour analyse. On compara un échantillon connu de la signature de Ginny Allen à la signature écrite par Georgia. Selon Dawn Reed, experte en analyse de documents, il n'y avait pas que l'orthographe qui fut différente. La pression exercée pour les deux signatures n'était pas du tout la même. Nous avons noté des différences majeures dans l'alignement des lettres du nom entre l'échantillon du document suspect et la signature connue de Ginny Allen. Le J en lettres majuscules de Ginny était fait en 2 traits, alors que celui sur la procuration était plus tarabiscoté. En comparant les signatures, Dawn Reed conclut sans hésitation que quelqu'un avait contrefait la signature de la victime. J'ai pu déterminer hors de tout doute que c'était Georgia Weaver qui avait imité la signature de sa sœur sur la procuration. La probabilité que quelqu'un d'autre que Georgia ait signé ce document était nulle. Georgia Weaver paya sa caution pour son accusation de vol et de fraude. Mais elle n'en avait pas fini. Quelques semaines plus tard, on l'accusa du vol des chèques d'une employée de l'hôtel où elle travaillait, ainsi que de contrefaçon. Elle fut arrêtée de nouveau. Elle prouvait ainsi aux autorités qu'elle était une voleuse et une fraudeuse, mais aucun lien n'avait encore été établi entre elle et la mort de sa sœur. Une de ses collègues de travail trouva alors une bouteille de Morora cachée à l'endroit où Georgia rangeait son sac à main. Ce produit n'était pas de la même marque que celui que l'hôtel achetait. Le service de police fit parvenir la bouteille au laboratoire pour analyse. L'ingrédient actif du produit était l'arsenic. La preuve était indirecte, mais c'était néanmoins un premier lien entre Georgia et le poison. Maintenant, les détectives devaient tenter d'établir un autre lien, cette fois-ci entre le poison et la sœur de Georgia. En août 1993, les analyses des produits recueillis chez Jenny Allen furent enfin terminées. Il y avait de l'arsenic dans 2 contenants de jus et une bouteille de sirop pour la toux. On avait enfin trouvé la preuve tant souhaitée. Le détective Moore espérait qu'elle suffirait. Je croyais avoir ce dont j'avais besoin pour la traîner en cours, mais nous savions que nous devrions nous battre pour la faire condamner. Nous n'avions pas d'autre choix que de l'envoyer en prison, car c'était sa place. Les enquêteurs croient qu'après s'être mise dans les bonnes grâces de sa sœur, Georgia a commencé à introduire de la Morora qu'elle gardait en réserve sur son lieu de travail dans les médicaments et les boissons de sa sœur. Puis, elle lui en a administré une dose importante qui l'a tuée. Le 4 mai 1994, Georgia Weaver fut trouvée coupable du meurtre de Ginny Allen. Je crois que c'est par avidité et soif de pouvoir que Georgia a agi ainsi. Je crois également qu'elle désirait posséder les mêmes choses que Ginny,
comme une maison, une famille et la stabilité financière. Georgia était seule et sans argent. Elle s'est sans doute dit que c'était la seule façon d'obtenir ce que sa sœur possédait. Mais la route choisie par Georgia se terminait par une impasse. Elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle est toujours incarcérée à la prison de l'Arkansas. L'empoisonneur croit souvent qu'il pourra cacher sa culpabilité en faisant preuve de sollicitude envers sa victime. Mais le temps et le travail des experts judiciaires finissent par le démasquer.